Tandis que le monde tourne les yeux ailleurs, une révolution silencieuse s'opère en Afrique. Sans bruit, le continent forge ses propres machines, invente ses propres règles. Jusqu'où cette vague inédite peut-elle aller? Depuis plusieurs décennies, tous les regards se posaient sur la Chine, bâtisseuse de routes et de ports à travers l'Afrique. Ce sont des images puissantes, des convois de camions chinois sur des pistes rouges, des grues dressées au-dessus des villes, des rails flambant neufs reliant des capitales autrefois isolées. Mais dans l'ombre des tôles ondulées des ateliers, entre les étincelles crépitantes des soudeurs de Lagos, Nairobi ou Ouagadougou, une métamorphose bien plus profonde est à l'œuvre. Ce n'est ni la politique, ni les aides venues d'ailleurs, ni les investissements massifs qui l'animent. C'est la production locale, concrète, qui devient le terrain de jeu des rêveurs et des bâtisseurs africains. Ici, pas question de milliards, ni de méga-projets à la mode des zones économiques spéciales chinoises ou des parcs industriels européens. Ce sont des inventeurs, des ingénieurs, des entrepreneurs qui, chaque jour, réimaginent la fabrication. Leur mission? Adapter les machines aux réalités du continent, créer des solutions robustes, pensées pour l'Afrique et par l'Afrique, pour la poussière, les coupures de courant et les ressources limitées. Dans ces ateliers souvent modestes, des femmes et des hommes ne comptent plus sur l'arrivée de technologies étrangères. Ils conçoivent, modifient, testent et produisent eux-mêmes, avec des ressources limitées, mais une détermination inébranlable. Cette dynamique n'a rien d'un miracle isolé. Elle se diffuse, doucement mais sûrement, de Dakar à Addis Abeba, de Lomé à Johannesburg. Cette dynamique évoque dans son esprit les débuts de l'industrialisation japonaise à la fin du XIXe siècle, lorsqu'un archipel alors rural a choisi de créer ses propres machines, adaptées à ses besoins uniques. L'enjeu est crucial, réussir à reprendre le contrôle de son destin industriel, créer enfin des emplois pour la jeunesse, affirmer une indépendance économique longtemps attendue. Mais le risque est immense. S'émanciper vraiment, ou rester l'atelier du monde, pour les autres. L'Afrique, forte de plus d'1,3 milliard d'habitants, dont plus de la moitié a moins de 25 ans, ne peut plus se permettre d'être la périphérie de la croissance mondiale. La vraie question n'est donc plus de savoir si l'Afrique doit suivre l'exemple occidental ou chinois. Mais si, dans quelques années, l'industrie du futur parlera avec un accent africain. Pour comprendre ce basculement, il faut remonter au point de départ, quand les toutes premières machines locales ont bousculé les règles du jeu. Cette histoire commence comme tant d'autres révolutions, par une poignée d'individus, quelques lieux et une volonté de changer la donne. Tout a commencé avec quelques ateliers bricolés et des idées venues de la nécessité. Voici comment les pionniers africains ont posé les premières pierres de cette révolution. Ce sont des histoires comme celle d'un petit atelier de Harare, au Zimbabwe, où l'on trouve une machine valant à peine 15 000 $, installée dans un local de taille modeste, sans enseigne tapageuse ni publicité. Dans l'ombre, loin des radars médiatiques, une équipe zimbabwéenne prend un risque insensé. Fabriquer des batteries pour Tesla, non pas en exportant du lithium brut à travers les océans, mais en créant localement des solutions prêtes à l'emploi. Ce geste, à la fois discret et révolutionnaire, renverse la logique séculaire qui enfermait l'Afrique dans le rôle de simple pourvoyeuse de matières premières. Pour donner un autre exemple, au Ghana, de jeunes diplômés d'une université technique se sont lancés dans la création d'imprimantes tridimensionnelles, non pas en important des modèles coûteux, mais en adaptant des pièces détournées, moteurs d'anciennes imprimantes, rails de récupération, cartes électroniques open source. Ces machines, qui coûtent moins de 1 000 $ à produire, sont capables de fabriquer des pièces de rechange pour les hôpitaux, des ustensiles de cuisine ou des outils agricoles, contournant ainsi les chaînes d'approvisionnement mondiales souvent fragiles. Mais la rupture ne tient pas seulement à la production. Elle s'incarne surtout dans la manière. Ici, pas question de copier la Chine ni de rêver d'usines géantes. L'ambition est différente. Inventer des technologies capables de résister à la poussière, de fonctionner même quand l'électricité vacille, d'être réparées avec des outils élémentaires. Ici, l'ingéniosité locale devient la règle, transformant chaque contrainte en avantage concurrentiel. À Nairobi, par exemple, des ingénieurs ont modifié des machines agricoles importées pour qu'elles fonctionnent avec du biogaz,
produits à partir de déchets locaux, réduisant la dépendance au diesel importé. Dès le départ, ces ateliers misent sur une automatisation intelligente et une fabrication connectée. Sans l'héritage des vieux modèles occidentaux, ils intègrent directement des robots pilotés par intelligence artificielle, des capteurs qui surveillent chaque étape, des systèmes numériques qui fluidifient la production. Ce saut technologique immédiat permet d'éviter les écueils du passé et d'installer une base industrielle solide en un temps record. On retrouve ici une logique de leapfrogging, sauter des étapes, comme les téléphones portables qui ont supplanté les lignes fixes en Afrique dès les années 2000. L'Union africaine, consciente de la portée de cette vague d'innovation, déploie une stratégie commune, à la fois numérique et industrielle. Les gouvernements investissent dans les infrastructures, harmonisent les régulations, encouragent la formation de talents. Pour la première fois, le continent avance uni, déterminé à tracer sa propre feuille de route industrielle. Dans certains pays, comme le Rwanda, des politiques publiques favorisent l'accès des femmes aux métiers techniques, créant un vivier inédit de compétences. Mais l'enjeu est colossal. Rater ce virage, c'est risquer de rester prisonnier de la dépendance économique et du sous-développement, loin de la grande révolution technologique déjà en marche à travers le monde. Ce choix, entre autonomie et stagnation, conditionne le destin de centaines de millions de jeunes prêts à s'emparer de leur avenir. Cette situation rappelle le tournant industriel pris par la Corée du Sud dans les années 60, qui a su transformer une économie rurale dévastée en une puissance technologique, grâce à des choix stratégiques et une mobilisation nationale. Pourtant, derrière ces victoires naissantes, une question plus profonde se profile. L'Afrique peut-elle devenir un véritable foyer d'innovation indépendant, ou n'est-elle qu'au début d'un long chemin vers la souveraineté technologique? Peut-elle, comme le Japon à l'ère Meiji ou l'Inde contemporaine dans les technologies de l'information, créer ses propres géants industriels? L'ambition ne s'arrête pas à Harare. D'autres villes, d'autres ateliers, commencent à s'inspirer de cette audace et rêvent de s'affranchir des vieux schémas économiques. À Addis Abeba, des start-up développent des drones agricoles pour surveiller les champs et optimiser l'irrigation, inspirés par les besoins locaux. À Abidjan, des collectifs de jeunes femmes transforment des vélos en générateurs électriques pour alimenter écoles et dispensaires isolés. Certains s'indignent. Pourquoi acheter encore des machines étrangères? Où est la vraie indépendance? Mais la réalité est bien plus complexe et la stratégie bien plus ambitieuse. Il faut comprendre que l'importation de machines n'est pas une dépendance stérile, mais une étape d'apprentissage, un tremplin vers la maîtrise complète de la chaîne de valeur industrielle. Chaque machine importée devient un terrain d'expérimentation. À chaque panne, à chaque pièce usée, des ingénieurs africains relèvent les manches, démontent, comprennent, réparent et surtout, s'approprient le savoir-faire. Ces ateliers vibrent comme des laboratoires, où chaque imprévu se transforme en leçon. Dans de nombreuses universités, on organise désormais des ateliers de démontage où les étudiants apprennent, pièce par pièce, les secrets de fonctionnement des machines importées. Peu à peu, ces machines mutent. Elles sont modifiées, adaptées, parfois même détournées pour affronter des défis que leurs créateurs n'auraient jamais anticipés. Du Sénégal au Rwanda, des moteurs sont reconfigurés pour fonctionner avec des pièces locales. Des chaînes de production hybrides voient le jour et des logiciels sont réécrits pour survivre à l'électricité instable ou à l'Internet capricieux. On retrouve là l'esprit des hackerspace de la Silicon Valley dans les années 80, mais appliqué à l'Afrique. Des initiatives phares émergent. À Accra, des imprimantes tridimensionnelles conçues localement produisent des pièces introuvables ailleurs. À Nairobi, des machines alimentaires naissent de moteurs récupérés, transformant des récoltes qui auraient été perdues en produits prêts à l'exportation. Au Caire, le recyclage ingénieux offre une seconde vie à d'anciens équipements importés. Même la plus petite innovation dessine un nouveau chemin vers l'autonomie industrielle. À titre d'exemple, au Bénin, un collectif a mis au point une machine permettant de transformer les coques de noix de cajou, autrefois jetées, en carburant domestique. Ce mouvement ne concerne pas seulement les machines. Il est foncièrement politique. Produire sur place, c'est reprendre la main. Les gouvernements retrouvent l'initiative
capables d'imposer leurs priorités industrielles. Les citoyens, eux, découvrent de nouvelles opportunités, mais aussi une dignité retrouvée, celle d'être créateurs, et non plus simples consommateurs. Mais la menace plane. Si la transition vers la création échoue, l'Afrique risque de rester prisonnière d'une marginalisation industrielle, cantonnée au rôle d'atelier pour d'autres continents. Le choix est historique. Apprendre, transformer, inventer, ou rester dans la dépendance, indéfiniment. Cette alternative n'est pas nouvelle. L'Amérique latine, dans les années 70, a connu un dilemme similaire, oscillant entre substitution aux importations et ouverture totale, avec des succès variables selon les pays. Que se passera-t-il si ce mouvement s'intensifie? Quel changement pour la société africaine, ses dirigeants et l'économie mondiale? Peut-on imaginer une Afrique qui, d'ici 20 ans, exporte des machines agricoles vers l'Europe ou des logiciels industriels vers l'Asie? Pour comprendre l'étendue de cette révolution, il faut plonger dans les ateliers où tout commence. Là, l'ingéniosité se confronte chaque jour aux limites posées par les contraintes locales. Dans chaque ville, chaque village, des histoires se racontent. Celle d'un mécanicien qui, faute de pièces de rechange, invente une solution inédite, ou d'un groupe d'étudiants qui conçoivent un robot pour trier les déchets dans leur quartier. Quand les machines prennent la parole avec un accent africain, le monde tend enfin l'oreille. L'histoire de l'horlogerie suisse rappelle qu'un pays, même modeste, peut imposer sa marque lorsqu'il ose innover sur ses propres bases. L'Afrique est-elle à l'aube de son moment horloger? Dans les ateliers de Douala, de Nairobi ou d'Abidjan, une révolution discrète bouleverse les hiérarchies. L'ouvrier d'hier, assigné à l'assemblage ou à la maintenance, devient désormais ingénieur, inventeur, bâtisseur d'avenir. Chaque soudure, chaque ligne de code, chaque objet pensé et fabriqué localement redonne du prestige à des métiers trop longtemps dévalorisés. L'industrie, ici, n'est plus synonyme de routine, mais d'expression créative et d'espoir. À Lagos, on voit des jeunes femmes coder des programmes pour piloter des robots agricoles, preuve que le numérique et la mécanique s'entremêlent désormais. Cette mutation va bien au-delà de la technique. Le contrat social africain, longtemps suspendu à des promesses d'aides étrangères, se réécrit en direct. La légitimité politique ne découle plus de la capacité à attirer des fonds venus d'ailleurs, mais de celle à produire, réparer et exporter depuis chez soi. Les dirigeants capables de stimuler l'innovation locale gagnent la confiance populaire et redéfinissent leur autorité. On assiste à des scènes inédites, des ministres visitant des ateliers de jeunes makers, des concours nationaux de robotique retransmis à la télévision. L'autonomie qui émerge ne s'arrête pas aux frontières. En Occident, cette montée industrielle africaine fissure des certitudes séculaires sur l'ordre mondial. Pour la première fois depuis des générations, l'Afrique cesse d'être simple réservoir de matières premières ou marché captif. Elle devient rivale sur le terrain de l'innovation, de la technologie et des idées. Les échanges s'équilibrent, les regards changent et l'ancienne domination vacille. Déjà, certaines entreprises européennes importent des logiciels de gestion produits au Kenya ou des composants électroniques du Maroc. À la base de cette révolution, on voit naître des coopératives, des makerspaces open source et un entrepreneuriat effervescent, souvent animé par des talents de la diaspora revenus au pays. Des ingénieurs venus de Toronto, de Paris ou de Shanghai créent des passerelles inédites. Ils partagent savoir-faire, outils numériques et réseaux, accélérant la circulation d'idées neuves. Chaque retour nourrit une dynamique d'innovation collective où chaque réussite inspire la communauté entière. Mais cet élan reste fragile. Si la pression extérieure reprend le dessus, si les dynamiques locales s'essoufflent, cette chance sans précédent peut être étouffée ou capturée par des intérêts étrangers. Ce n'est pas seulement l'avenir industriel de l'Afrique qui se joue, mais aussi les fondements de son autonomie politique, culturelle et géostratégique. L'histoire abonde d'exemples de révolutions industrielles avortées, comme en Égypte au XIXe siècle, où l'effort de modernisation s'est brisé sur des résistances internes et des pressions extérieures. Reste à savoir si cette énergie collective saura résister aux obstacles qui s'annoncent. Car la révolution ne fait que commencer. Les défis sont nombreux. Accès à l'énergie stable,
formation technique de masse, financement local, protection de la propriété intellectuelle, coopération régionale. Mais chaque difficulté surmontée crée un précédent, une méthode, une fierté nouvelle. L'Afrique tient désormais entre ses mains un pouvoir nouveau, celui d'oser fabriquer, réparer, inventer. Chaque machine acquise devient une salle de classe, chaque panne une opportunité d'apprentissage. Démonter, comprendre, réassembler. De tels gestes transforment l'atelier le plus modeste en école de génie pratique. À travers le continent, des compétitions de robotique scolaire comme la Pan African Robotics Challenge stimulent la créativité dès le plus jeune âge. Partout sur le continent, des coopératives et ateliers métamorphosent le quotidien. Au Nigeria, des collectifs changent les déchets plastiques en matériaux de construction résistants. Au Bénin, la réparation d'outils agricoles permet aux paysans de doubler leurs récoltes et de réduire la dépendance aux importations. À Madagascar, des microcentrales solaires, conçues et entretenues localement, apportent enfin l'électricité dans des villages oubliés par les réseaux. À titre d'exemple, un projet pilote dans la région d'Itasie a permis à plus de 2000 foyers d'accéder à l'éclairage, réduisant la dépendance au kérosène. L'innovation s'ancre dans les réalités, s'ajuste à la main et se diffuse d'un atelier à l'autre. Des réseaux informels relient les ateliers, permettant d'échanger des plans, des solutions, des outils. Cette circulation horizontale du savoir rappelle les guildes médiévales, mais à l'ère numérique. On voit apparaître des plateformes comme Fab Lab Africa, où chaque membre peut proposer une idée, tester une innovation et la diffuser instantanément à travers le continent. Mais ce mouvement va bien au-delà de la technique. Il forge une fierté nouvelle, celle de créer et d'adapter pour sa propre communauté. Une machine réparée ici porte la marque locale, un savoir-faire qui se partage librement, souvent en open source. Rien n'est figé. Chaque plan, chaque astuce circule, sur les forums, dans les groupes WhatsApp, ou lors de démonstrations sur la place du village. La diaspora joue aussi un rôle clé. Par leurs investissements, leur expérience ou l'envoi d'outils et de machines, des milliers d'Africains à l'étranger accélèrent la dynamique. Ils ne misent plus tout sur les promesses des grands chantiers internationaux. Ils financent des ateliers, forment, équipent. Ce sont eux qui, parfois, fournissent les outils d'aujourd'hui qui deviendront les trésors de demain. À Paris, une association d'ingénieurs ivoiriens collecte chaque année du matériel informatique pour équiper les écoles techniques d'Abidjan. L'indépendance industrielle ne naît pas de méga-projets, mais dans la maîtrise des outils du quotidien. Un tour à métaux bien réglé, une imprimante 3D montée pièce par pièce, un vieux moteur remis à neuf avec des pièces locales. Ces gestes répétés, discrets, bâtissent une souveraineté concrète et durable. Quand un jeune Malien parvient à remettre en marche une pompe à eau dans son village, il devient à la fois ingénieur, entrepreneur et symbole de l'autonomie retrouvée. Fermer les yeux sur cette révolution silencieuse, c'est risquer de rester simple spectateur pendant que l'Afrique invente une nouvelle manière de produire et de créer de la valeur. L'opportunité d'entrer dans une ère de prospérité partagée est là, mais elle n'attendra pas. Les histoires de réussite s'accumulent. Une start-up rwandaise qui exporte ses drones pour la surveillance agricole jusqu'au Brésil, ou un atelier tanzanien qui fabrique des prothèses médicales personnalisées en impression 3D. Le mouvement prend de l'ampleur, mais il n'est pas sans obstacle. De nouveaux défis surgissent, et chaque avancée attire l'attention de puissances étrangères. Les grandes multinationales, attentives à ces innovations, cherchent parfois à racheter les start-up les plus prometteuses ou à imposer leurs normes. Il s'agit alors de défendre l'intérêt collectif, de protéger les brevets locaux et de garantir que la valeur créée reste sur le continent. La révolution la plus puissante n'a pas toujours besoin de drapeau. Il suffit de mains qui bâtissent. Et si la prochaine page de l'histoire s'écrivait ici, en Afrique? Peut-on imaginer, dans 50 ans, des manuels scolaires européens citant des inventeurs africains comme modèles de génie industriel? Ce mouvement n'est plus un rêve lointain. Aujourd'hui même, l'Afrique réinvente la façon dont une région s'empare de son futur, machine après machine, atelier après atelier. Chaque outil utilisé, chaque ligne de code écrite, chaque solution trouvée est un acte de souveraineté industrielle.
On assiste à la naissance d'une nouvelle culture du possible, où l'échec est vu comme une étape et non une fatalité. Cette révolution tranquille, portée par l'ingéniosité des femmes et des hommes du continent, bouscule déjà l'ordre industriel mondial. Tandis que beaucoup détournent le regard, des bâtisseurs africains composent une nouvelle partition. Désormais, l'Afrique n'exporte plus seulement ses matières premières, mais aussi ses idées, ses machines, ses solutions. Des écoles techniques, du Cap à Tunis, enseignent désormais comment concevoir une machine de A à Z, multipliant les vocations. Ici se joue l'essentiel. Fermer les yeux sur cette dynamique, c'est accepter qu'une partie du monde reste en marge, simple spectatrice du progrès. Mais soutenir ce mouvement, c'est miser sur un continent prêt à s'asseoir demain à la table industrielle mondiale. Le jeu est ouvert, et la place n'est jamais acquise à ceux qui hésitent. Il appartient à chaque acteur, grand ou petit, de nourrir cette dynamique. Personne n'offrira cette reconnaissance sur un plateau. Elle se conquiert, puis se partage. Donnez de la visibilité à ses talents, parlez de ses innovations, investissez, même symboliquement, dans cette confiance nouvelle. C'est ainsi que naissent les légendes industrielles. À l'image des premiers fabricants automobiles américains, aujourd'hui mythifiés, les pionniers africains écrivent leur propre page d'histoire. Au fond, la question est simple. Qui veut faire partie de la réécriture de l'histoire? Qui veut rejoindre les bâtisseurs plutôt que les spectateurs? L'Afrique n'attend plus que l'on parle pour elle. Elle agit, elle crée, elle avance. Il serait dommage de la regarder passer. La prochaine décennie décidera si ce mouvement devient une renaissance ou une occasion manquée. Si cette révolution vous inspire, partagez cette histoire, faites-la circuler. Car la prochaine grande vague d'innovation ne portera peut-être pas de drapeau, mais elle parlera avec l'accent de celles et ceux qui ont choisi d'agir. Ensemble,